Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton point de vue, ton opinion sur l'évolution de la société, peut-être à moyen terme, à long terme, peut-être plus avec une orientation économique, de voir un peu comment tu vois ça? Sur le très long terme, comment tu... Non, on peut aller très long terme, ça permet de vraiment voir un peu les grandes tendances qu'on voit se dégager. Moi, il y a un truc qui me fascine, c'est de voir, si on prend à l'échelle mondiale, c'est de voir à quel point, je vais prendre un exemple très concret, certains pays ont sauté l'étape du téléphone pour aller directement au smartphone. C'est-à-dire que c'était des pays, nous on a connu pas de téléphone, puis on a tous eu un téléphone, enfin tous, sauf les plus jeunes, un téléphone à la maison avec le gros combiné, et puis les chiffres, il fallait tourner, puis ensuite il fallait appuyer, etc. Puis on a connu les téléphones portables, puis les smartphones. Et il y a certains pays qui sont passés directement de pas de téléphone à un smartphone pour tout le monde. Et en fait, ce qui me fascine, c'est qu'il y a un espèce de rattrapage où les pays les moins en avance ne passent pas par les mêmes étapes, ils rattrapent à toute vitesse les pays les plus développés. Et ça se voit notamment au niveau des prix de l'immobilier. Tu vas dans certaines capitales africaines, et les prix sont aussi chers que dans les grandes villes européennes ou américaines. Et en fait, quand je vois ça, et il y a aussi quelque chose, c'est quand tu voyages un peu dans... Tu sais, on voit souvent une chambre d'hôtel dans tel pays, ça coûte que 6 € par jour, etc. C'est vrai, mais c'est pas vrai quand tu parles d'un certain niveau de gamme. C'est-à-dire qu'à certains, pareil pour les maisons de luxe, tu vas à peu près n'importe où dans le monde, il y a une espèce de cohérence des prix qui se fait. Et ça, je trouve ça assez fascinant, cette espèce de rattrapage. Et du coup, un monde qui devient plus homogène, où il y a une croissance qui est de plus en plus lente dans les pays développés, parce que tu arrives à un niveau de développement où on ne peut plus continuer à accélérer. Et en revanche, un rattrapage incroyable par les pays qui étaient, on va dire, en retard. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est que les gens n'ont pas conscience de ça. Ouais. Ça veut dire, il y a un livre qui est très bien fait là-dessus, j'essaye de retrouver le nom, mais je ne le retrouve pas, qui fait, dans le livre, il y a un certain nombre de questions, de sondages qui sont posés aux lecteurs. Et on s'aperçoit qu'on a tous l'image du monde d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, avec des pays qui sont très en retard, avec des inégalités qui sont très fortes. Et en fait, les inégalités réelles de nos jours, je ne dis pas qu'elles sont inexistantes, elles sont encore existantes, mais elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faibles que par le passé, alors que les médias nous vendent l'inverse et nous parlent de choses catastrophiques à chaque fois. Donc c'est intéressant, je trouve, de prendre conscience qu'en fait, le monde s'est fortement amélioré et que on va dire que, et on le dit, je ne sais plus ce que c'est l'expression exacte, mais aujourd'hui, quelqu'un qui est de classe moyenne vit beaucoup mieux qu'un roi d'il y a quelques centaines d'années. Et tu prends une Clio avec la clim, c'est clair qu'il y a ne serait-ce que quelques décennies, le roi dans sa Rolls, quand il faisait 40 degrés, il était dans une situation, dans une étuve. Donc c'est assez intéressant de voir que les inégalités se creusent. Alors, ça, c'est effectivement la partie actuelle. Comment tu vois ça évoluer un peu plus sur le long terme? Est-ce que tu penses que du coup, toutes ces inégalités vont finir de se niveler et que ça va être partout pareil dans le monde, ou au contraire, tu penses qu'il y aura un autre modèle? C'est dur à dire, mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y aura une étape où il y aura une espèce d'homogénéisation. Et là, ça va faire bizarre à certaines personnes. Si on parle à certaines personnes d'un certain âge en France, ils vont considérer avec mépris ou dédain certains pays, alors qu'ils n'y sont jamais allés. Et en fait, s'ils y allaient, ils prendraient une claque de voir à quel point c'est plus développé, plus évolué que ce qu'on a chez nous. Et donc la grande question, c'est de dire, est-ce qu'on doit se sentir en danger? Je ne le pense pas forcément, mais chacun va devoir jouer avec ses atouts. Et le problème, ça va être pour les gens qui n'ont pas d'atouts. Et par exemple, si on prend le cas de LVMH pour la France, à mon avis, ce sera toujours, en tout cas pour un temps qui nous dépasse, l'image du luxe, de certaine élégance. Et donc des business comme LVMH, ce sont des business qui, à mon avis, sont amenés, d'ailleurs le cours de bourse s'en ressent, ce sont des business qui sont amenés
à croître fortement dans les décennies à venir parce qu'ils ne sont pas... une marque asiatique ne peut pas arriver demain et prendre le prestige de certaines vieilles marques françaises. Voilà. En revanche, dans d'autres secteurs, ça va être compliqué, justement, de voir des gens qui arrivent, qui font mieux les choses, qui le font pour moins cher et qui le font plus vite. Et là, ça peut être compliqué. Après, c'est dur de voir plus loin que ça. Moi, personnellement, je ne suis jamais inquiet parce que je me dis, on arrive toujours à s'adapter, les équilibres se font. Mais je pense que, comme tout, il y aura des gens à qui ça va coûter très cher. Les gens qui sont, on va dire, en bas seront exclus. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne, ça c'est grâce à Internet, n'importe quelle personne dans n'importe quel pays peut se former, avoir accès à des connaissances et dépasser n'importe quelle autre personne. Et ça, c'est un changement qui est majeur. Aujourd'hui, quelqu'un qui est né dans une famille moyenne d'un pays peu développé a toutes les cartes en main pour surpasser quelqu'un qui est né dans une famille très aisée d'un pays très développé. Et ça, c'est un changement qui est quand même très nouveau. Ouais, c'est vraiment un changement de paradigme. Et moi, je pense que ça va... Alors, c'est quelque chose de génial, hein, puisque ça donne la chance à tout le monde de pouvoir se développer. Mais je pense que ça va continuer de creuser... Enfin, ça va créer de nouveau des inégalités assez importantes, en tout cas en termes de richesse, puisque on a d'un côté des personnes qui vont profiter du système et des outils qui leur sont donnés pour créer de la richesse et donc être récompensés et s'enrichir et se développer. Et de l'autre côté, d'autres personnes qui n'ont pas compris ce mécanisme-là et qui vont rester dans la consommation de choses basiques. On voit que notre attention est captée chaque jour par des milliers de choses, dont les réseaux sociaux, toutes ces choses-là qui peuvent nous faire perdre énormément de temps. Et donc je pense qu'il va y avoir quand même un écart qui va continuer de se creuser entre la masse qui n'a pas envie de bouger et qui consomme du contenu, et les personnes qui sont là pour avancer et créer des choses et amener de la créativité. Donc moi je pense qu'il y a vraiment... j'imagine tu connais le film Elysium, ouais. Donc je ne dis pas qu'on va aller forcément dans quelque chose d'aussi extrême que ça, mais je pense qu'on va, et on l'a vu un petit peu avec la période Covid, où la privation de liberté est quand même quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui est une façon de contrôler les masses et de contrôler la population. Je ne suis pas un complotiste, je ne fais pas partie de ces gens-là, mais c'est un fait. On voit qu'on a de plus en plus de mal à préserver notre vie privée. On voit que l'argent liquide est supprimé de plus en plus, donc on voit qu'il y a de plus en plus de contrôle qui est exercé pour contrôler ce qui se passe auprès de la grande masse. Et donc je pense que c'est encore plus important de nos jours d'essayer d'avoir le confort de pouvoir dire merde à n'importe quel moment au système et donc peut-être se regrouper à un moment entre personnes plus avancées, un peu comme dans Elysium. Est-ce que tu as cette même vision? Est-ce que tu penses que non, il y aura un retour et qu'il y aura un rééquilibrage qui se fera? Comment tu vois les choses? Moi, je pense que, excuse-moi, je te coupe, mais c'est déjà un petit peu en place. On voit, par exemple, des capitales mondiales qui sont en train de se développer fortement, du type de Dubaï, qui n'existait pas il y a c'est même pas quelques dizaines d'années, c'est il y a quelques années, ou une dizaine d'années. Mais pour moi, Dubaï, c'est Elysium. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis, je pense qu'on va continuer dans cette direction-là. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, et Dubaï en est la parfaite illustration. Tu disais des personnes d'un certain âge qui pourraient être méprisants vis-à-vis d'autres cultures ou d'autres villes. Il y a beaucoup de personnes en France qui ont une image très négative de Dubaï et très arriérée de Dubaï, ou très islamisée. Je sais que c'est un terme qui prête un peu à confusion, alors que quand on y va, c'est un endroit qui est absolument à l'opposé de ça. Alors il y a des défauts à Dubaï, mais il y a des qualités énormes. Est-ce que tu penses qu'on a des pôles comme ça qui vont se construire de plus en plus, ou tu vois autre chose? Je suis d'accord avec ça. Je voudrais revenir sur un point. Quand tu dis justement que les choses évoluent vite, si on prend l'exemple, imaginons une entreprise en France en 1950 qui commercialise un produit, n'importe lequel, et qui est dans une région quelconque. En France, en 1950, il n'y a pas le réseau d'autoroutes, il n'y a pas non plus l'abolition des droits de douane, il n'y a pas non plus la monnaie unique, il n'y a pas non plus Internet, et donc son marché, ça va être une zone de chalandise de quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres autour d'elle. Aujourd'hui, un adolescent dans sa chambre peut avoir accès au marché mondial. Et c'est vrai qu'on voit des gens qui,
partent à l'époque, en 1950, pour devenir, on va dire, l'équivalent de multimillionnaires, c'était des décennies de travail et de construction pour arriver à un certain niveau. Aujourd'hui, on voit des gens qui, en 2, 3, 5 ans, amassent des fortunes absolument considérables parce que c'est très simple en fait. Ils ont simplement le bon produit ou le bon service et ils ont accès à un marché mondial très facilement parce qu'on peut en fait toucher, grâce à Internet, on peut toucher n'importe quel client dans le monde, n'importe quand. On voit des gens qui peuvent faire de 0 à 100 millions en 2-3 ans. Ça existe. Alors évidemment, c'est une minorité. Et donc du coup, je partage totalement la vision de dire il y a d'un côté des gens qui sont de plus en plus riches, de plus en plus vite, où l'argent n'a plus aucune valeur parce qu'en fait, c'est tellement énorme comme gain que tout est possible. Et de l'autre côté, une masse évidemment qui est par définition bien plus grosse et qui ne bouge pas et qui ne change pas et qui reste dans le monde d'avant. Et donc effectivement, alors Elyséum, on n'a pas expliqué ce que c'était pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais en fait le film Elyséum décrit un monde où sur Terre, la Terre est devenue un espèce de grand bidonville, surchauffé avec énormément de gens qui vivent dans la pauvreté. Et on va dire la classe ultra dominante vit sur une espèce de station orbitale paradisiaque avec une atmosphère artificielle, des maisons de rêve, des piscines. Enfin, c'est vraiment un paradis. Et c'est impossible, pour quelqu'un qui est sur Terre, c'est impossible de monter sur Elyséum parce que s'il prend un vaisseau spatial pour y aller, il se fait abattre en fait par les systèmes de défense d'Elyséum. Donc évidemment, c'est de la science-fiction. Mais pour moi, voilà, Dubaï, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Dubaï, c'est Elyséum dans le sens où effectivement, ces gens qui profitent, mais sans aspect négatif, qui réussissent à comprendre comment les règles ont évolué et qui peuvent jouer avec ces règles, se retrouvent dans des endroits comme ça où il n'y a pas de taxes, où le coût de la vie est tellement cher que pour y vivre, de toute façon, il faut faire partie de ce microcosme. Et dans le reste du monde, eh bien, on retrouve la masse justement qui n'est pas mobile, qui n'a pas d'argent, qui n'est pas mobile géographiquement, qui paie des impôts et qui va être de plus en plus contrôlée. Et effectivement, pour moi, on va vers ça. Alors, est-ce qu'à un moment, il y aura une espèce de rééquilibrage? Je ne sais pas, mais j'en doute, parce que les choses vont de plus en plus vite. Et quelque part, l'individu lambda qui a que sa force de travail et qui ne comprend pas ces choses va voir son pouvoir d'achat baisser et baisser du fait de la concurrence qui va être toujours plus forte. En revanche, les personnes qui jouent avec les règles et qui sont capables d'avoir des produits et des services qui sont, au lieu de toucher une zone de chalandise de quelques dizaines de kilomètres, touchent maintenant une zone de chalandise mondiale et tous les bénéfices tombent dans la même poche, alors qu'avant, ce même bénéfice était partagé entre 10 000 entreprises sur la planète, forcément, ça crée cette différence énorme. Donc, je ne suis pas devin, mais je pense qu'en tout cas, à moyen terme, on s'oriente vers ça. Je suis d'accord. Et le point positif par rapport à Elysium, c'est ce que tu disais. Dans le film, les personnes qui vivent sur Terre n'ont aucune chance d'aller habiter en orbite. Aujourd'hui, on a encore la chance que, comme tu l'as dit, un gamin de 18 ans dans sa chambre avec une bonne idée, une bonne technique marketing, en étant formé comme il faut et avec 0 étude, puisqu'il n'y a absolument pas besoin d'avoir fait des études ou quoi que ce soit, peut changer sa condition d'une façon accélérée. Je pense que ça n'a jamais été possible de le faire aussi vite. C'est encore possible aujourd'hui. Est-ce que ce sera encore possible dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? J'en sais rien. Moi, je suis assez convaincu comme toi que les choses s'accélérant, je pense que ce sera encore possible. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça l'est et je trouve que c'est quelque chose de génial. Et donc, ça veut dire qu'on a vraiment la responsabilité de sa vie et qu'on peut soit choisir de faire comme la masse et de se plaindre et de discuter des limites d'un système, etc., de résister au changement et de se complaire dans son malheur, ou au contraire d'essayer de comprendre les règles et de profiter de ces règles. Faut avoir conscience que, je ne sais pas, il y a ne serait-ce que 50 ans, c'est quelque chose qui était absolument impossible. Si on venait pas d'une famille plus aisée ou bien implantée, ou qu'on n'avait pas fait les bonnes études, c'était quasiment impossible de pouvoir réussir comme c'est possible aujourd'hui. Donc je pense que plutôt que se plaindre de ces règles-là, il faut vraiment le voir comme quelque chose de positif et quelque chose qui peut permettre de prendre
un accélérateur vers un niveau de réussite qu'on n'aurait jamais pu espérer. On pourrait en discuter infiniment parce que ça crée un certain nombre de problèmes. Des personnes qui réussissent trop vite sans être passées par les différentes étapes, ça crée un nombre de problèmes importants. C'est peut-être quelque chose qu'on abordera dans un épisode futur. Et je voudrais rajouter quelque chose, c'est que je pense que par définition, on va s'orienter vers un revenu universel pour justement la masse des gens. Si on regarde les choses, il y a quelques siècles en arrière, quelqu'un qui n'avait rien pouvait littéralement mourir dans le caniveau. La société ne l'aidait pas vraiment. C'est pas tout à fait exact. Il y avait des mécanismes d'entraide avec des communautés, via par exemple l'Église ou via des communautés professionnelles qui existaient, mais la société était plus dure. Et aujourd'hui, on a mis en place des minimums sociaux. Avec le développement de la richesse, on prend justement à charge. Il y a des sécurités, il y a du chômage, il y a ce genre de choses, la santé est prise en charge. Mais avec ce grand écart qui se crée et qui va s'accélérer entre d'un côté des fortunes de plus en plus grosses et de plus en plus rapides, et de l'autre côté une masse qui va être de plus en plus en concurrence avec différents acteurs, je pense qu'on va s'orienter vers un revenu universel, c'est le sens de l'histoire, parce que justement, ce sera la façon d'avoir une certaine paix, une certaine tranquillité et d'assurer aussi une certaine consommation. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui sont, entre guillemets, sur Elyséum, ils ont besoin de pouvoir commercialiser leurs produits et leurs services. Et en fait, je pense qu'ils seront prêts à redistribuer. Les profits seront tellement énormes qu'ils seront prêts à redistribuer une partie de ces profits pour que justement la consommation puisse se faire. Donc moi, je ne crois pas trop au schéma Elyséum d'un côté et bidonville de l'autre. Je crois plutôt à un schéma Elyséum d'un côté et on va dire, même si c'est péjoratif, mais c'est pas comme ça que je le pense, masse entretenue ou quasi entretenue de l'autre côté, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on aura justement une espèce de confort de vie que jamais l'humanité n'aura atteinte avant, qui peut être positive. Mais en revanche, la question que je me pose, c'est est-ce que ce sera possible à un moment, enfin plus le temps va avancer, est-ce que ce sera toujours possible de passer de l'un à l'autre ? J'en suis pas sûr. Si on prend un exemple qu'on a connu quand on était enfant, dans les centres-villes qu'on pouvait fréquenter dans les villes françaises, il y avait des magasins de vêtements multimarques par exemple. Aujourd'hui, si tu vas dans un centre-ville d'une ville française, il n'y aura plus que des chaînes, des grandes chaînes de vêtements type Zara. Et je pense que c'est extrêmement difficile aujourd'hui pour un magasin indépendant de s'installer, de prendre un bail, de sourcer sa marchandise et de la distribuer. Et justement, cette concentration des capitaux fait que, pareil, aujourd'hui, un gamin de 18 ans peut mettre de la publicité sur Internet et vendre ses produits ou services, mais est-ce que justement la concentration des capitaux ne va pas faire qu'un jour, il y aura une telle force de frappe d'un côté que ce sera plus possible pour un petit acteur de s'en sortir ? Et ça, je n'ai pas la réponse. Ouais, moi, je pense qu'il y aura une évolution technologique qui fera qu'il y aura de nouveau la chance pour des petits malins, entre guillemets, d'être en avance. Ça s'est passé très régulièrement. Ça s'est passé avec Internet, ça s'est passé avec les crypto-monnaies, ça se passe régulièrement. C'est en train de se passer avec l'intelligence artificielle. Donc moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y aura toujours une façon de se réinventer. Mais je pense que ce sera de plus en plus difficile pour une autre raison. C'est qu'en fait, ce sera de plus en plus difficile pour les gens de sortir de ce confort qui leur est donné, qui est là pour les mettre sous perfusion. En fait, c'est génial d'un côté puisque les gens n'ont plus d'inquiétude, mais quelqu'un qui a plus d'inquiétude n'a plus intérêt à se transcender et à évoluer. Et donc je ne pense pas que ce sera le système ou la richesse d'un côté qui bloquera les autres. Je pense que par nature, les personnes qui seront dans cette zone de confort et qui se complairont là-dedans n'auront plus l'envie, la niaque d'aller faire autre chose et de passer de l'autre côté. Donc je pense comme toi qu'il y aura de moins en moins d'échanges, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Ouais. Et je suis convaincu que la créativité humaine est telle que quelqu'un qui est malin et qui a envie va toujours réussir à trouver des raccourcis, des astuces pour faire la différence et s'en sortir, mais ce sera effectivement réservé à certaines personnes. En tout cas, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est à une période assez incroyable. Les gens qui n'ont pas connu l'époque d'Internet ne pouvaient pas avoir accès à ça. Nous, on peut, je ne sais pas pour combien de temps on pourra encore, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui qu'il faut se bouger et faire des choses. L'information est disponible, on peut faire des choses. Et c'est vrai que ce serait dommage de laisser passer ça. Et ne pas se contenter du confort qui peut nous être apporté. Le confort est toujours un frein à notre développement.
quel qu'il soit. Donc essayez de ne pas rester, en tout cas c'est quelque chose que je m'applique, de ne pas rester dans ce confort-là et de ne pas s'enfermer dans ce confort-là. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.